On en parlera brièvement tout à l'heure, mais c'est pas le plus important de la matinée. Et ensemble, on va parler salaire. Et quand Thomas Roseau m'a appelé en me disant Jérôme, il faudrait faire une presse sur les salaires, je me suis dit, c'est pas gagné. Il va falloir que je vous explique en combien de temps vous allez pouvoir rembourser vos prêts étudiants, que le marché de l'emploi n'est pas super, et que vous démarrez en CDD non cadre. Et donc je me suis dit, c'est pas gagné, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Donc j'ai quand même dit oui. Je sais que hier, quelqu'un vous a dit que vous aviez démarré non cadre. C'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas. Pour la retraite, on calcule nos 25 meilleures années. Et on démarre rarement par ces 25 meilleures années. Donc on en parlera tout à l'heure. Ce que ça veut dire d'abord cadre et non cadre, on s'en fait une image avant, et c'est pas le plus important quand on démarre. Souvent on choisit un premier job parce qu'il nous plaît, parce qu'on a envie d'apprendre plein de choses. Quand on sort d'une école, quand on sort d'une ESC aussi, on ne sait rien faire, c'est pas grave. J'ai fait aussi une ESC, je voulais être contrôleur de gestion, et j'ai tout fait les 10 premières années sauf du contrôle de gestion. C'est pas gênant, hein. On vit très bien avec ça, on y revient après. On peut découvrir plein de métiers. Vous ferez 5, 6, 7 métiers différents. Donc comprenez un peu l'univers de l'emploi, comprenez ce que vous voulez faire. Après vous construirez votre parcours, votre carrière un peu comme vous en avez envie. Pour vous expliquer un peu moi ce que j'ai fait avant d'arriver ici aujourd'hui, j'ai fait une ESC qui à l'époque s'appelle Ceram, qui a fusionné, qui est devenue Schema il y a quelques années. J'ai eu la chance, il y a 3 ans, d'avoir un employeur qui m'a payé une formation chez HEC d'Executive Education. Ça fait du bien de reprendre des études 20 ans après, c'est toujours sympa. Quand j'étais jeune diplômé, au début, j'avais besoin d'argent, comme tout le monde. Donc j'ai fait un CDD dans un grand magasin à Noël pour payer un peu ma recherche d'emploi, parce qu'à l'époque, je voulais être contrôleur de gestion. Et du coup, j'y suis resté 4 ans. Donc je suis devenu vendeur, j'ai appris la vente sur le terrain. Une passion qui s'est découverte comme ça en travaillant. Ensuite, je suis devenu chef de vente d'un rayon, 2 rayons, 3 rayons. Je ne voulais pas être directeur de magasin en grande distribution. Donc je suis vite parti au bout de 4 ans. Et je suis rentré dans une entreprise qui s'appelle Expectra, qui était petite à l'époque, et qui fait du recrutement de cadres et d'agents de maîtrise. Donc pas mal de métiers dont on parlera tout à l'heure. Donc qui est comptable, finance, RH, choses comme ça. Et puis d'autres métiers qui ne vous parlent pas du tout, qui est tout ce qui est informatique et industrie. Donc là-dessus, j'ai un peu zappé. Et puis, comme tout jeune diplômé ou tout jeune cadre, j'ai d'abord géré une petite équipe, puis après une deuxième, puis après une petite région, puis après une grande région, puis après 2 régions. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, je gère Rhône-Alpes-Bourgogne. Je viens de lâcher l'Alsace, qui ça faisait beaucoup. Entrez. Et voilà, l'idée, c'est qu'on fait un peu nos carrières en fonction d'opportunités, en fonction de rencontres. Moi, c'est plus des rencontres d'hommes et de femmes qui m'ont fait envie de donner envie de rejoindre une des entreprises. C'est parce que j'ai travaillé quelques années avec Thomas Roseau que je suis ici et qu'on construit tous des relations personnelles, professionnelles avec des gens qu'on croise. Et c'est peut-être ça qui fait plus une carrière en fait qu'un grand plan qu'on peut écrire quand on a 22 ou 23 ans et qu'on n'a pas encore fini ses études. C'est pas grave, il faut des plans. Et puis moi, je trouve qu'il faut aussi des rencontres. Donc c'est le côté sympa un petit peu de tout ça. Sinon, accessoirement, je suis marié, j'ai 2 enfants. Mes enfants rêvent de faire plein de métiers qu'ils ne feront pas, mais c'est pas grave, ils ont 9 et 11 ans. Ils changeront d'ici là. Les métiers qu'ils veulent faire n'existeront plus, d'autres métiers arriveront, et c'est captivant de pouvoir voir ces métiers évoluer. Globalement, on avait fait une étude qui était sympa il y a 2 ans, où 2 tiers des métiers que vous ferez dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est pas gênant, vous n'y avez pas pensé, c'est normal, ils n'existent pas du tout. Donc, tout va bien. Vous les découvrirez, vous apprendrez en cours de route. Et c'est ce qui fait que ça va être sympa. Donc nous, on va parler salaire. On parlera concrètement de quel salaire pour quelle fonction et comment on peut les négocier éventuellement, c'est sympa. C'est toujours intéressant. Ça reste très très individuel une négo, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas forcément des grandes leçons, des grands préceptes écrits. Ça dépend des entreprises, ça dépend de son contact avec son futur N+1, ça dépend de ses capacités, ça dépend aussi du moment. Il y a des années qui sont plus sympas, des années qui sont moins sympas. Globalement, c'est quand même plus sympa pour les cadres que pour les non-cadres. Mais on en parlera tout à l'heure. C'est mon capteur à plein de choses ce matin, ça va être bien. On verra tout à l'heure, donc dans 5 minutes, de quoi se compose une rémunération. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on peut négocier, qu'est-ce qu'on ne peut pas négocier, qu'est-ce qu'on peut essayer de récupérer, qui a l'air accessoire au début, puis sinon qui est assez sympa avec le temps. On
verra du brut au net. Ça vous parle, vous avez dû faire un peu de la compta sociale. On verra brièvement à quoi ça ressemble. Si vous le savez, on gagne du temps. On va parler statut cadre, parce que je sais que c'est une grande notion, on en a tous envie très tôt. Parfois on l'a pas au début, et c'est pas grave, il faut juste savoir ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, et à quoi ça ne sert pas dans certains cas. Et après on va rentrer dans différents types d'études sur les salaires. Alors nous on en publie, j'en ai relu encore la semaine dernière dans Challenge, il y en a plein. On va comprendre un peu tout ce qui est études sur les salaires, comment ça se crée une étude sur les salaires, quel type d'études il y a, pourquoi certains disent qu'il y a 2,5% de croissance sur les cadres, puis d'autres disent qu'il y a 0,9% de croissance sur les cadres, sur les salaires. Est-ce que quelqu'un a juste, a faux, pourquoi? On verra ça un peu dans le détail. On rentrera dans une dizaine de fonctions. On se dira, bah tiens, un contrôleur de gestion, combien ça gagne, un community manager, combien ça gagne, un juriste de droit social, combien ça gagne, ou combien ça gagne. Voilà un petit peu pour le programme de cette matinée. Tant que ça reste supportable sur les travaux, on va laisser la fenêtre ouverte, sinon on va avoir très chaud. Si jamais vous traquez, fermez la fenêtre, mais on risque dans ce cas-là de suffoquer un petit peu. Au pire, je prendrai fort. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a dans un salaire. C'est vaste un salaire. Hein. Un salaire, on dit souvent qu'il y a du numéraire, il y a de l'argent, et puis il y a des avantages. C'est un peu le côté sympa d'une rémunération, c'est que ça veut tout dire et rien dire. Combien je gagne, c'est compliqué. D'abord en France, on a du mal à dire combien on gagne. C'est bien dommage, parce que je trouve qu'il n'y a pas de secret dans les salaires. Et même dans une entreprise, tout le monde le sait très vite. Donc même une bonne négo, globalement, elle reste discrète 2-3 semaines, en général. 2 semaines après la période des augmentations, tout le monde sait qui a pris, qui n'a pas pris. Hein, donc c'est heureusement maintenant beaucoup moins discret qu'avant. Il y a du brut, il y a du fixe, il y a des barèmes. L'idée c'est que d'abord une rémunération, ça se discute et ça se comprend en brut annuel. Sinon ça ne veut rien dire. Pourquoi est-ce que ça ne veut rien dire? Parce qu'on verra tout à l'heure, il y a différents types de charges. Toutes les entreprises n'ont pas forcément le même taux de charge. Et puis le net, s'il n'est pas sur son contrat de travail. Donc on négocie un brut. On négocie un brut parce que des fois il y a 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois de salaire. Et ça change quand même pas mal de savoir qu'on touche un 13e et un 14e dans certains cas. Il faudra apprendre à le convertir, mais ça va assez vite. Toujours penser à le négocier. Et bien, surtout ne jamais oublier que quelles que soient vos fonctions, vous aurez dans 95% de part variable. Et ça c'est très sympa. Alors, c'est très sympa, certains me disent ouais mais en même temps le variable on l'a ou on l'a pas. Ouais, mais quand on est bon et qu'on a de la chance, on le prend, ça fait du bien, et des fois on l'a pas. Okay. Je préfère risquer de ne pas l'avoir que de ne jamais l'avoir. Donc effectivement, comme tout résultat commercial, les années c'est très très bon. Je peux avoir 30, 40%, 50% de mon salaire de plus en variable, puis des fois zéro. Donc il faut apprendre à jouer avec les mauvaises années et les bonnes années. Mais dans les bonnes années, c'est vraiment motivant. Donc vous aurez un peu tout ça, il faudra négocier dans certains cas, ce qui n'est pas mon cas, mais négocier des monnaies, c'est intéressant pour ceux qui veulent faire de l'expat. Se faire payer en euros ou en dollars, c'est quand même pas pareil. Il y a des bonnes années pour négocier en dollars et des mauvaises années pour négocier en dollars. Là, ça va se tendre un petit peu avec la parité. Donc en ce moment, il vaut mieux presque partir sur de l'euro pour les 3 prochaines années. Quand on sera en parité euro-dollar dans 3, 4, 5 ans, ce sera peut-être moins gênant de choisir sa monnaie. Beaucoup veulent faire de l'expat ou pas? Ouais, 1, 2, comme de l'international, 3, c'est pas mal. Ça pourra bouger un petit peu après. Vous savez tout ce que vous voulez faire ou pas? À peu près. Qui veut faire des métiers de la finance? Du market? Des ressources humaines? De la vente? Il y en a un qui a bien gagné cette liste. C'est bien. Vous aurez le droit de changer, on peut tourner. Hein. À bout d'un certain moment, on arrive au bout de 5, 10, 15 ans selon, sur des fonctions qui reprennent, moi ce qui est mon cas, du contrôle de G, de la vente, des RH, du juridique, du commercial, et ça se mélange assez bien après. Ce qui est l'avantage des formations comme les nôtres, c'est que du coup après on peut toucher à beaucoup de domaines, hormis l'informatique et l'industrie, quoique. Dans certains cas, ça peut être ça. Donc dans un salaire, on va négocier effectivement son fixe, c'est important, son fixe annuel. On va essayer de négocier ses plafonds de variables, voire au début, c'est de négocier un maintien de variable. Ça se fait bien quand on est jeune diplômé, en disant bah tiens, moi je suis prêt effectivement à avoir une REM avec du variable, pas de problème. La première année, je vais apprendre. Donc si je vais apprendre, j'aimerais bien qu'on me maintienne une partie de mon variable. Ça se négocie. Pas tout de suite, mais en fin de processus, c'est quelque chose qui est agréable pour des fonctions plus commerciales. On va voir dedans qu'il y a aussi des avantages. On l'oublie souvent, mais une rémunération, c'est sympa. Vous serez en tant que jeune diplômé entre, allez, je vais vous faire hurler tout de suite, entre 23 et 36-40.
pour les meilleurs, plutôt entre 23 et 36, et plutôt entre 25 et 30. Mais je vous souhaite de gagner un maximum tout de suite. Hein. Mais il faut savoir que c'est aujourd'hui à peu près ça, le salaire classique des jeunes diplômés, les 2-3 premières années. Ça peut changer, on peut tomber dans des grands groupes, on peut être trilingue, avoir une passion de l'expat et travailler dans un grand groupe, on gagnera beaucoup plus que ça. Mais ça dépendra de vos choix de carrière, et ça c'est important aussi d'avoir des choix. On parlait de la rémunération, c'est sympa, donc on a vu du fixe, du variable, un 12e, un 13e, des primes, des maintiens de variables. Il y a aussi tous les à côté, donc on oublie souvent. Savoir s'il y a une voiture, pas de voiture. Donc pour des métiers commerciaux, la voiture c'est souvent pas neutre. Il y a des accessoires de type tablette, smartphone. Alors smartphone maintenant ça fait moins rire, parce que globalement vous allez arriver dans les entreprises avec un parc, votre propre téléphone, qui est d'une qualité bien supérieure à ce que vous trouverez dans la flotte de l'entreprise. Accessoirement, l'abonnement data de l'entreprise est toujours bon. Ça évite souvent de payer 35 ou 40 euros perso tous les mois. Donc la voiture est de loin le meilleur avantage. On dit souvent qu'une voiture, ça coûte aux salariés entre 20 et 30 euros par mois. C'est pas très cher. Et c'est une valeur de 5 à 6 000 euros par an. Sûrement quand on a une voiture de fonction, on n'a pas de voiture perso, on n'a pas d'assurance, on n'a pas d'essence. Donc globalement, quand le gasoil monte à 1,50 €, on fait quand même le plein avant de partir en week-end. C'est pas tellement gênant. Donc de nos jours, ça a quand même un sacré avantage. Les RTT, vous avez l'habitude, je pense qu'un jour, il faudra quand même qu'on les supprime. Mais ça, c'est pas trop négociable. Il faut savoir que plus vous allez monter dans les échelons, moins vous aurez des RTT. C'est logique en même temps aussi. On y reviendra tout à l'heure sur les avantages et les inconvénients du statut cadre. Il y a des bonnes mutuelles, ça se négocie peu. Il y a des actions qu'on peut récupérer. Alors ça se négocie moins au début. Ce qui est sympa par contre, c'est de pouvoir investir dans son entreprise. Et il y a des grands plans d'abondement qui vont avec. Tout le monde sait ce que c'est que l'abondement ou pas? Alors l'idée c'est quand vous achetez des actions de votre entreprise et que vous les gardez un certain temps, l'entreprise vous donne des actions gratuites. C'est souvent entre 40 et 50% de la valeur de ce que vous avez acheté. Donc accessoirement, ça vous permet au bout de 6 mois par exemple de faire déjà une croissance de 50%. C'est pas en bourse qu'on le trouvera. Donc c'est assez sympa quand on est là depuis quelques années de pouvoir investir un peu, tout ce qui est participation aux bénéfices, etc., de les mettre dedans. C'est souvent en partie défiscalisé et surtout on prend 50% de croissance. Donc 50% de plus-value la première année, c'est net d'impôt et c'est assez agréable. C'est surtout intéressant quand on veut rester un petit peu longtemps. Donc sur le premier job, souvent on reste 2, 3, 4 ans. C'est souvent dans le deuxième qu'on commence à investir un peu. Mais on peut investir déjà dans le premier, juste pour prendre de l'abondement et faire un peu de placement intéressant. Donc ça c'est toute la partie contenu d'un salaire, d'une rémunération au sens large. Parce que dans la rémunération, il n'y a pas que le salaire. La partie avantage est loin d'être neutre. Dans certains cas, vous pouvez négocier, ce qui peut vous aider, un tuteur, un accompagnateur. Il y a des entreprises qui aiment bien ça. Dans certains cas, les entreprises ne pensent pas. À vous, dans ce cas, de le demander. En disant, ben voilà, est-ce qu'il est possible en accompagnement, par exemple, d'avoir un référent dans ma fonction, en appui pour plus vite progresser. Et dans ce cas-là, vous allez vendre votre projet. Si je vends l'entreprise, que je veux plus vite m'investir, que je lui demande des moyens qui ne lui coûtent rien, ça peut vouloir leur montrer que je suis aussi performant et volontaire. Ça peut être sympa. Dans les points sur lesquels on oublie de faire la différence en recrutement, c'est souvent votre cas. C'est logique de ne pas savoir comment se différencier sur un premier emploi. On me demandait la semaine dernière comment justement faire la différence sur un premier emploi. C'est rarement par les compétences. N'oubliez pas que vous avez toutes et tous le même cursus, les mêmes compétences a priori. Vous ferez vraiment la différence sur vos projets. Savoir arriver dans une entreprise en disant ben voilà ce que j'aimerais faire pendant 3-5 ans. Voilà éventuellement si je rentre chez vous, ce que je veux, comment je veux évoluer dans 3 ans. Et si je ne peux pas évoluer chez vous, je partirai. Et c'est pas grave. Vendez un projet à une entreprise, arrivez en entretien en partant du principe, vous n'êtes pas là pour être uniquement jugé. Arrivez avec un projet, demandez à connaître le projet de l'entreprise, vous ne pouvez pas le deviner, c'est pas marqué sur leur site. Demandez un peu le projet du poste et comparez un peu ces projets-là. C'est souvent ce qui permet, moi je trouve, de faire la différence entre un jeune diplômé compétent et un jeune diplômé compétent et motivé. La projection est super importante, ça permet de parler un peu de soi, d'éviter d'expliquer tout son cursus. On vous connaît, quand on recrute un jeune ESC, on sait ce que vous avez fait et on voit dans votre CV vos stages, s'il y a l'alternance c'est mieux, s'il y a un peu d'international c'est très bien. Mais après derrière ce qu'on ne connaît pas, c'est l'homme, la femme qui sont là et donc, apprenez aussi un peu à parler de vous, à raconter un peu ce qui vous met dans une bonne situation pour travailler. Essayez de comprendre aussi ce que vous n'avez pas forcément envie de faire, en disant bah voilà, il y a tel contexte d'entreprise dans lequel je ne suis pas forcément à l'aise, j'en ai entendu parler, a priori je ne suis pas sûr de pouvoir bien l'affronter, c'est pas grave. Affichez un tout petit peu de fragilité,
un tout petit peu de fragilité, ça rend un peu humain. Et dans un entretien, c'est ce qui fait la différence. Le cursus, on le connaît, mais on voudra faire la différence sur le prochain collaborateur qu'on aura intégré. Moi, c'est comme ça que je recrute des jeunes diplômés, je leur recrute entre 5 et 10 par an. Et c'est intéressant, justement, de pouvoir faire un pari sur 3 ans sur un jeune collaborateur. Des questions sur le contenu d'un salaire? Oui. Concernant le dollar aujourd'hui il est en hausse. Aujourd'hui, alors le dollar, la parité va baisser. Aujourd'hui, le dollar il va être je ne l'ai pas écouté depuis 2-3 jours, mais il est en train de baisser. Les prévisions, c'est qu'en fait, on devrait arriver à une parité euro-dollar d'ici 3 ans. Donc c'est pour ça que si on reste longtemps aux États-Unis, il faudra rester sur un salaire en dollars. Si on est sur une fonction en expat, souvent il est conseillé de rester dans sa monnaie d'origine, si on y va juste pour 2-3 ans. De toute façon, au bout de 3 ans, on n'a plus de statut d'expat, donc on devient forcément en contrat national. Il y a quand même des pays où c'est quand même compliqué, sur des monnaies très fluctuantes, de négocier dans sa monnaie de destination. En même temps, c'est moins risqué, parce qu'on reste en ligne avec l'inflation locale. Les gens qui partent 2-3 ans restent plutôt en négociation en monnaie. Avec des clauses, c'est que si la monnaie varie de plus 15%, il peut y avoir des revalorisations, mais en général, on reste plutôt en monnaie d'origine. Donc voilà, n'oubliez pas cette partie-là, elle est pas neutre, vous la découvrirez. Et les actions, je pense que sont le meilleur moyen de se faire un pécule en début de carrière. Même en milieu de carrière. Allez, fixe variable, brut net, on va voir un peu comment ça se déclenche. Alors, sur une fiche de paye, ce qu'on oublie souvent, j'ai laissé une parenthèse, c'est qu'au début de la fiche de paye, une fois qu'on a mis le brut, donc fixe, variable et prime, parce qu'il y a un peu tout ça dans le numéraire, il faut qu'on rajoute, qu'on envoie les absences, c'est logique, et qu'on rajoute les avantages en nature. Donc n'oublions pas que sur une fiche de paye, on paye des charges sur la part perso d'un avantage en nature. Un téléphone, maintenant, c'est pas compté. Une voiture, il faut savoir que c'est estimé dans une fiche de paye à entre 100 et 150 euros en brut. Ce qui fait que globalement, on va payer 20, 30, 40 euros grand maximum de charges sur un véhicule, ce qui est vraiment rien pour sa part. C'est moins d'un point. On enlève ensuite tout ce qu'on appelle des charges et qu'un syndicaliste s'étranglerait, donc des contributions et des cotisations. On parle souvent de charges sociales et patronales, mais non, les puristes parlent de contributions. Donc forcément CSG, CRDS, et ça je pense que ça va continuer un petit peu à augmenter. Toute la partie sécu, maladie, retraite, un peu de prévoyance, c'est logique, c'est le plus gros de la partie cotisation. Un peu de retraite complémentaire, cadre ou non. On paye naturellement le chômage, plus la PEC pour les cadres, et c'est ça qui fait la différence surtout dans les cas de cotisation entre cadre et non-cadre. C'est certaines cotisations complémentaires et quelques poids à PEC. Il y a grosso modo 2 à 3 points d'écart en fonction des régimes choisis par les entreprises. Donc ça c'est voilà, 21-23% selon les entreprises. C'est compliqué de donner un chiffre précis parce que la part des complémentaires peuvent changer, parce que les régimes peuvent changer. Et surtout, ce qui change beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs tranches dans les salaires. Donc il y a des tranches plafonnées, il y a des tranches déplafonnées. Donc plus on gagne, on paye différemment par couche, un peu comme les impôts. Donc il y a la tranche A et il y a la tranche B. Donc du coup, c'était un peu compliqué de sortir un taux linéaire. Mais grosso modo, c'est 23%, 21% si on ne dépasse pas trop les 2500-3000 euros. Et après, on monte plutôt à 22%, 23% dans certains cas. Et à la fin, forcément, on réenlève de la fiche de paye ce qu'on a rajouté au début sur l'avantage en nature. Donc ça, il n'en reste que les charges, et on arrive au net. Donc grosso modo, vous partez sur 80%, et vous serez un peu optimiste, ça vous permet de convertir le 600 net. Si vous partez là sur les 3 quarts, c'est un peu pessimiste, je vous déconseille de faire des simulations à 75%. Et enlever 21% de tête, c'est un peu compliqué. Donc moi, d'habitude, je garde 20% de charge, et je ne suis pas très faux sur l'année fixe net. Grosso modo, l'avantage en nature, j'avais oublié, ticket resto mutuel, il y en a quasiment partout maintenant. C'est 100 euros de moins sur une fiche de paye, ça reste quand même de bons avantages. Personne n'a forcément envie de payer une mutuelle tout seul. L'entreprise en prend souvent entre 30 à 50% à sa charge, donc il reste 30 à 50 euros selon le contrat mutuel à votre charge. Et le ticket resto, si l'entreprise prend à sa charge, allez, 4 euros par jour, sur une vingtaine de jours, ça fait 80 euros. Ça reste quand même toujours intéressant, il y a de plus en plus ça dans des paquets d'entreprises de plus de 50 personnes. Donc globalement, votre cible. Voilà un petit peu le passage du brut au net en France. Je ne suis pas allé sur les postes
à l'international, d'abord parce que ça varie selon les pays, et que comme j'ai fait un choix de carrière franco-français, je ne me suis pas du tout intéressé au calcul des charges dans les pays voisins. Transparence, hein, mais en même temps vous les verrez. Selon les pays, je pense que ça peut être vraiment très très différent. Des questions là-dessus, éventuellement? Non, vous l'aviez déjà vu, je pense. Ça marche. Alors, cadre ou pas cadre, à quoi ça sert? Alors, il y a plusieurs éléments, on va le voir dans le statut cadre. Les deux grands éléments, c'est pour la retraite. On veut être cadre pour avoir une cadre, c'est logique. N'oublions pas que pour l'instant, ce sont les 25 meilleures années qui comptent, d'accord, sur 43 années. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 18 ans qui ne compteront pas pour le calcul de votre retraite et qu'on commence jamais par ces 25 meilleures années. Aujourd'hui, on démarre souvent non cadre. Je sais que vous l'avez déjà entendu. C'est une réalité. Ça peut durer 1 an, 2 ans, ça dépend des cas. Surtout si on démarre en CDD. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que 95% des embauches, 90% des embauches sont des CDD. Pour une raison très simple, c'est qu'on a un droit de travail qui reste très très contraignant et qu'on a des périodes d'essai qui sont de plus en plus réduites. Il y a eu des évolutions de loi sur les délais de prévenance, où maintenant on doit donner notre avis sur une période d'essai 1 mois avant la fin de la période d'essai. Donc du coup ça réduit cette période d'essai d'autant. C'est assez compliqué. Et donc du coup, dans l'incertitude économique actuelle, on démarre souvent sur du CDD. C'est pas grave hein, de démarrer sur du CDD. Si vous savez que le poste est périn, c'est pas plus dangereux qu'une période d'essai. Donc j'ai fait 3 chapeaux, effectivement, tant que je travaille en cas d'interruption de carrière, et si un jour j'ai une retraite. Objectivement, ne comptez pas trop sur votre retraite salariée. Commencez déjà présent à la construire, votre retraite. On n'est pas sûr que ça tienne. Ou si ça tient, de toute façon, ça sera de plus en plus petit, donc c'est pas grave. Vous le savez, nous on l'a découvert en début de carrière, vous le savez pendant vos études. Est-ce que j'apprends rien à personne sur le risque de ne pas avoir de retraite? Non, c'est bon. Vous pensez tous avoir une retraite ou pas? Qui pense avoir une retraite? Non. Moi je suis pas sûr d'en avoir une, honnêtement, déjà, et pourtant j'ai pris un peu d'avance. Allez, tant que je travaille, j'ai une période d'essai et un préavis qui sont plus longs. Avantage, inconvénient, un cadre a souvent une période d'essai de 7 mois. Donc 4 mois renouvelés 3 mois. Dans certains cas, ça peut même être 4 plus 4. Donc c'est pas tellement gênant, mais il faut savoir que c'est plus compliqué d'évaluer le travail d'un cadre. Donc les périodes d'essai sont plus longues. En échange, le préavis est plus long. On peut avoir jusqu'à 3 mois de préavis. Effectivement, c'est important aussi dans sa capacité à se replacer. Le préavis, ça se négocie bien selon les métiers. Donc quand vous aurez envie de faire des choix de carrière, si vous avez un peu de transparence avec votre employeur initial, bah, ça se négocie assez facilement. On aura 2 à 3% de charge en plus, c'est pas bien grave, ça les vaut largement. On a souvent un salaire supérieur, c'est logique, c'est lié aux fonctions. Après, pareil, on pense souvent au cadre statutaire ou au cadre fonctionnel, il y a des fonctions qui sont cadres par nature, et dans ce cas-là, si vous n'avez pas de statut cadre, c'est pas grave, ça peut être le cas sur des fonctions débutants. Un contrôleur de gestion est souvent cadre, mais pas forcément au début. Ça change pas grand-chose. Là où vous aurez forcément le statut cadre, c'est quand vous allez encadrer des gens. La fonction première du statut cadre, malheureusement, effectivement, maintenant, on se rend compte qu'il y a près d'un tiers des cadres qui n'encadrent personne qu'eux-mêmes. Donc, effectivement, ça perd un peu de sa logique d'origine, en fait. C'est une logique très industrielle du milieu du siècle dernier, dans lequel, effectivement, le cadre était encadrant, un peu le responsable d'équipe, effectivement, dans certains cas. On a des responsabilités, on a du pouvoir, on a de l'influence. C'est sympa, mais en même temps, on est un peu plus exposé. Mais je pense que si on fait des métiers à responsabilité, c'est aussi pour avoir les bons et les mauvais côtés de cette exposition-là. Qui en fait surtout, pour moi, tout le piment, je trouve. C'est la force d'un cadre, c'est de pouvoir diriger, orienter des gens, peser sur la carrière d'autres personnes, c'est pas neutre. En début de carrière, on pense plus au pouvoir et à la hiérarchie. Avec le temps, on apprend aussi à prendre beaucoup de plaisir à faire évoluer les collaborateurs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un premier patron qui avait comme principe de faire évoluer des collaborateurs, et moi qui m'a très vite marqué sur la capacité qu'on pouvait avoir à faire grandir des gens. Et avoir des gens, effectivement, arriver dans notre équipe, grandir, puis après nous quitter, et c'est pas grave, qu'ils nous quittent, on en formera d'autres, et ça permet du coup de faire monter les talents dans l'entreprise. Je pense qu'un cadre intéressant, un cadre influent, est aussi un cadre qui sait faire grandir des gens. C'est pas neutre. On dit aussi souvent qu'il faut commencer par recruter son successeur. C'est la première fonction d'un cadre qui arrive dans l'entreprise, et c'est vrai. C'est très long de recruter son successeur, de l'identifier et de le faire grandir. Ça prend facilement au moins 2 ans, et très souvent 3 ou 4, et c'est le meilleur moyen de pouvoir évoluer.
Vous n'évoluerez pas dans l'entreprise si vous n'avez pas de successeur. Forcément, sinon vous créez un trou derrière vous. Donc effectivement, c'est dans les bons conseils, c'est souvent effectivement de préparer sa propre succession. Le cadre n'est pas à l'heure. Je pense que ça vous a pas échappé. Bien qu'il y ait des entreprises où les cadres badge, surtout dans les groupes anglo-saxons, mais maintenant on a quand même souvent un forfait annuel, alors qui se négocie selon les entreprises entre 200 et 218 jours. Hein, c'est effectivement, on ne compte pas en nombre d'heures travaillées, mais en présence. C'est plus souvent 218 que 200, mais il y a des entreprises qui commencent un peu à négocier un peu à la baisse. 218, ça fait effectivement une dizaine de RTT quand il en a. Et c'est largement suffisant quand on a un job bien plein. Si vous avez plus de RTT, c'est peut-être que vous aurez à ce moment-là moins de responsabilité de pouvoir, ou bien de la chance d'être dans un groupe qui a encore 23 RTT, dans certains cas. Allez, on voit quand ça se casse un peu, quand on arrive en rupture de carrière, bah forcément on a une indemnité qui est plus forte quand on est cadre au chômage. C'est logique, hein, c'est lié au salaire. Attention, maintenant on a aussi un délai de carence qui peut être beaucoup plus long. Depuis le 1er juillet, le Pôle emploi peut librement déterminer jusqu'à 6 mois de carence avant de vous verser une indemnité. Notamment, c'est fait pour... Oui, c'est pas juste, hein. C'est ça. Mais en fait, l'idée, c'est que très souvent, un cadre part avec une enveloppe. On part rarement juste avec une indemnité, on part souvent avec un chèque. Et donc, du coup, il réintègre le chèque quand il est connu dans un calcul de délai de carence, ce qui fait que si vous prenez un gros chèque, vous risquez d'avoir 6 mois avant de toucher une indemnité. Ce qui veut dire que quand on négocie un départ, ça vaut le coup de bien négocier aussi le statut du chèque qu'on prend à ce moment-là. Maintenant un chèque net, bah, du coup vous ne faites plus gagner grand-chose. Donc il y a des habillages dans les ruptures conventionnelles et même dans les démissions sur le statut juridique de la prime qu'on prend en partant. C'est pas neutre. Hein. Alors pour l'instant on n'a pas encore trop de recul parce que ça fait jamais que 3 mois que c'est en place, mais il y a déjà eu quelques cas un peu cinglants de gens qui ont négocié juste avant la bascule, ça s'est mis en place après le 1er juillet, et ils ont perdu 6 mois de cotisation. 6 mois, c'est souvent ce qu'il faut pour retrouver un poste quand on n'en a plus. Donc un conseil, quand vous cherchez un nouveau job, cherchez-le en étant en activité, c'est comme ça qu'on est attractif. Ça, c'est important. Pour s'aider, on a accès à l'APEC, Pôle emploi cadre, dans certaines villes quand il y en a. Très souvent, on se débrouille seul, parce que le Pôle emploi ne peut pas trop aider les cadres. L'APEC, c'est une bonne source de contacts, de renseignements, d'archives, et surtout d'échanges. Donc pour ceux qui, même en début de carrière, vous avez droit à l'APEC, hein, avec votre diplôme. Allez-y, prenez du temps pour aller chercher du travail là-bas. Ça permet de rencontrer d'autres diplômés, d'autres actifs, de parler emploi avec des gens qu'on cherche, et ça évite de chercher uniquement chez soi. Aller dans le cherche d'emploi, ça prend un gros tiers-temps, un petit mi-temps. Ça va aussi du temps pour faire autre chose, mais se faire presque des horaires de bureau à l'APEC pour y aller 3 matinées par semaine, c'est sympa. C'est comme ça au début que j'avais gardé du rythme dans ma recherche d'emploi. Il y a quelques années. Donc on a vu le délai de carence possible de 6 mois, ça c'est un cadeau un peu plus récent. L'avantage par contre c'est qu'il y a un retour à l'emploi qui est beaucoup plus rapide. C'est rare qu'un cadre qui cherche vraiment cherche plus d'1 an. Alors que dans les bons cadres, effectivement ça peut être un peu plus long. Il y a beaucoup moins de chômage chez les cadres. C'est le côté agréable de ces emplois-là, où il y a du turnover, il faut accepter aussi le principe de changer un peu plus souvent. C'est-à-dire que si vous restez immobile, vous vous exposez, si vous changez tous les 3 à 5 ans de fonction, même dans l'entreprise, vous gardez une vraie vendabilité. La prévoyance, c'est souvent intéressant. Ça c'est pour les grosses interruptions de carrière. Tout le monde sait ce que c'est que la prévoyance ou pas? Alors, la prévoyance, ça peut être un complément de salaire quand vous avez un arrêt maladie un peu long, par exemple, dans certains cas. Plus souvent, la prévoyance, ça sert surtout dans les prévoyances d'essai. C'est pour ça que j'ai mis ça à la fin de l'interruption de carrière. Grosse interruption, mais effectivement, les cadres qui décèdent en activité ont des grosses enveloppes. C'est le principe des prévoyances sur lesquelles cotisent les entreprises. C'est moche, on ne sait pas au début, on ne fait pas attention, on remplit plein de papiers en arrivant. Mais il y a des cas de la vie où ça peut effectivement aider. Et les entreprises cotisent plus pour leur cadre que pour leur non-cadre. Si j'agence une retraite, bah, j'aurai une retraite plus forte. J'aurai une complémentaire spécifique cadre parce que j'aurai cotisé. Et on prendra bien toujours les 25 premières années. Ça pourra peut-être remonter un petit peu, suivez un peu ça change tous les 3 à 5 ans. Mais effectivement, les retraites cadres sont intéressantes. Ça fera un bon complément de retraite. Je vous conseille vraiment une nouvelle fois de partir du principe que ça ne doit pas, pour vous, compter plus de la moitié de vos ressources futures nécessaires. Ou sinon d'avoir envie d'avoir des petites ressources à la retraite. Mais c'est rare qu'on baisse son train de vie à la retraite. Des questions un peu sur le statut cadre, ça répond à certaines
Il y a des choses que vous voyez que j'aurais pu oublier d'ailleurs dans ce que vous voyez ou imaginez pour statut cadre. Non. Tout le monde a envie de commencer cadre. Vous avez bien raison. Ah mais c'est vrai, il faut... Probablement que je vous souhaite de l'avoir tout de suite. Il y a des cas où c'est voilà, il y a des cas où c'est pas forcément légion la première année. Très vite, au bout de 2-3 ans, vous le saurez tous. Le gros problème de ne pas l'avoir, c'est pas tellement pour la partie des droits, c'est plutôt pour la partie image. C'est plutôt, mince, j'ai pas fait tout ça pour finir non cadre. Qui suis-je par rapport à mes copains de promo pour gagner moins et être non cadre? En même temps, je vous rassure, on en parlera tout à l'heure sur les salaires, tout le monde ment sur son salaire et ses statuts. C'est le côté classique. Moi j'ai passé 4 ans à gagner moins que mes copains de promo, c'est pas grave, ça peut se rattraper si on choisit bien le pourquoi à un moment donné on choisit de gagner moins, si on accepte de faire de la formation pendant ça, c'est sympa, le statut cadre ou pas, vous vous mentirez dans 3 ans quand vous ferez vos premières rencontres, votre diplôme, c'est pas gênant. Bon, honnêtement c'est pas gênant. On va rentrer un peu dans le débat de ces grandes analyses qu'on fait nous, que d'autres font, pour vous expliquer un peu pourquoi vous avez des chiffres différents sur le salaire des cadres. Je vais voir sur le début. On a 3 grands types d'analyse, puis une quatrième qui est un mélange des 3 premiers types. Il y a pas mal de grandes entreprises de conseil qui font des stats sur les salaires moyens des fonctions en entreprise. Et donc la tendance pour 2014, annoncée notamment par Evaluate et par Deloitte, c'est plus de 2,4% pour les cadres. Il y a un effet là-dedans qui est important, c'est que ces salaires-là, donc qui sont les stats les plus hautes, intègrent aussi les augmentations, donc l'expérience des gens. D'accord ? Vous, quand vous allez arriver sur le marché de l'emploi, vous allez arriver, entre guillemets, sans ancienneté dans l'entreprise. Donc c'est pas celle-ci qui va vous parler le plus. Celle-ci, elle va me parler pour moi, mais elle va être moins parlante pour vous. Donc elles sont plus fortes. Ça prend des gens plus expérimentés, ça prend l'ancienneté. Et ça prend l'évolution classique des salaires en entreprise. Il y a tout ce qui est sur l'offre d'emploi, sur le déclaratif. Alors les dernières tendances, si on prend l'APEC, Monster, Michael Page n'a pas forcément la sienne, mais je pense qu'il ne va pas sortir. Pas tarder à sortir, ça fait 4 ans qu'il la font. On annonce plutôt 1,9% sur 2015. Déclaratif, c'est compliqué. On prend un mélange de gens en poste, de gens qui veulent partir et d'annonces. On mélange un peu tout ça, on en enlève un peu parce que tout le monde ment un petit peu, donc c'est 1,9 corrigé. Donc c'est un peu plus compliqué d'arriver à tirer des estimations sur les évolutions de salaire à partir de ça. Nous, on a fait un choix différent, c'est qu'on part sur de la fiche de paye, donc salaire en embauche. Nous, on fait de l'intérim et du recrutement. Alors, on prend les fiches de paye des gens qu'on vend. Donc, c'est plutôt du salaire de début de poste, pas forcément de début de carrière, mais en tout cas de début de poste. Donc, on a une fiche du coup 0,9. Et la vérité est un peu au milieu de tout ça, ça dépendra de votre situation dans le marché de l'emploi. Vous en lirez tous les ans. Nous, à chaque fois qu'on amène, donc nous, ça fait 12 ans qu'on fait ça et qu'on amène des études de salaire à nos clients. Le premier truc qu'ils font, ils regardent leur salaire. Normal. Donc maintenant on leur met un marque-page sur leur salaire pour qu'ils gagnent du temps. S'ils sont bien payés, donc s'ils ont payé plus que le barème, ça se déroule bien. Sinon il faut d'abord leur expliquer pourquoi, dans certains cas, les chiffres sont faux. Ça évitera de se fâcher au début de l'entretien. Nous on a fait ce choix depuis 12 ans de sortir ce baromètre-là. Ça nous donne du coup une bonne vision, et c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir aujourd'hui, sur des salaires de début de fonction. C'est du réel, c'est pas de déclaratif. Et comme ça on est tranquille, on part sur à peu près 60 000 fiches de poste, et on part sur son tronc de fonction. Moitié-moitié cadre et non cadre, qui couvre à peu près ce qu'on fait. Alors tout à l'heure je disais qu'on vend, c'est un peu ça. Hein. Le recrutement, c'est un peu du négoce de compétences. Si on enlève le côté RH, il y a bien sûr du côté RH, mais pas que du côté RH. Donc on essaie nous de vendre le plus cher possible chacun de nos collaborateurs. Comme une SS2I, comme une société de service, hein, c'est important. C'est davantage du gagnant-gagnant avec un cabinet. Sachez, parce que vous croiserez souvent des cabinets de recrutement, leur commission augmente avec votre salaire. Donc, un cabinet de recrutement, quelle que soit sa forme, sera toujours pour vous un bon partenaire pour bien négocier votre salaire. Ils touchent en général un pourcentage de la rémunération. Donc, ils sont de votre côté sur la partie négociation. Ils sont de côté d'entreprise, par contre, sur le côté évaluation. C'est logique. C'est le côté sympa de ce métier-là, c'est qu'il est assez polyvalent. Et après, il y a tous ceux qui mélangent l'ensemble. Hayes fait un mélange entre de l'annonce et un peu de salaire, mais comme ils ont un peu moins d'expérience sur les salaires, ils font du mélange. Challenge et courrier cadre, ils ne s'embêtent pas, ils prennent les études des autres, et puis du coup, ils en font un palmarès qui est pas mal fait. Si vous avez vu celui de Challenge il y a 15 jours, donc c'est celui qui s'appelle du coup le salaire des cadres, il y a 1000 fonctions passées au crible. C'est assez bien fait, c'est assez détaillé. Mais c'est l'avantage du coup pour eux de pouvoir compiler pas mal de données différentes. Nous, ce qu'on va voir, c'est ça ce matin. Un peu de compta, un peu de commerce, un peu de market, un peu de RH et juridique.
S'il y a une fonction qui parle à personne, qui n'intéresse personne, ben, je la zappe, comme ça au moins on gagne du temps. Parce que là il nous reste grosso modo 25 minutes pour 10 fonctions. Et je voudrais qu'on garde un peu de temps pour... et si jamais je ne suis pas cadre au début, qu'est-ce que je peux faire comme métier? La compta et finance, qui n'a pas beaucoup évolué pendant quelques années, reprend du regain cette année, c'est important, c'est sympa. On revoit des compétences techniques qui bougent, on voit que les responsables comptables en moyenne, à l'embauche, prennent 4,5% de croissance. C'est pas neutre, hein, l'inflation à moins de 0,5%, qui est assez sympa. Et on voit notamment que les contrats de gestion et les comptables uniques ont une hausse non pas de leur salaire moyen, mais du nombre de postes. Donc ça réembauche dans ces fonctions-là. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a quelques années, donc, les domaines de compta reprennent de l'engagement, reprennent de l'ampleur aussi en entreprise. Le responsable comptable avant c'était celui qui gardait les comptables et qui les vérifiait techniquement. C'était un peu restrictif dans la fonction, surtout en PME. Et depuis 2-3 ans, ça reprend de l'ampleur sur de la projection. Les entreprises refont de l'investissement, donc il refaut des gens qui vont piloter ces projets financiers. Donc les fonctions ont repris du coup d'ouverture, donc de la rémunération. Pour ceux qui veulent aller à l'international, IFRS indispensable. Pour ceux qui veulent rester en France, IFRS indispensable aussi. Parce que tout le monde s'est fait racheter, donc maintenant les normes anglo-saxonnes sont quand même une base. Maîtriser un ERP, c'est indispensable. Vous ne les maîtriserez pas en rentrant, c'est pas grave. Prenez du temps pour très vite apprendre l'ERP de votre entreprise. Les systèmes de gestion sont la clé. Ceux qui n'aiment pas l'informatique, bossez l'informatique. Vous ne pourrez rien faire, y compris en RH, sans informatique. Pour ceux qui ont fait le choix de pouvoir faire l'impasse sur l'anglais, c'est cuit, même pour les boîtes franco-françaises. Il y a forcément à un moment donné un actionnaire anglais, donc les réunions se font en anglais. Et si vous ne le pratiquez pas régulièrement, bah, partez en voyage dans les pays anglo-saxons pour garder un anglais conversationnel, on va dire, au moins. C'est important pour toutes les fonctions, même pour un contrôleur de gestion d'une PME bourguignonne. L'analyse financière, ça donne quelqu'un ou pas, un peu comme genre de métier? Ah bah du coup on y va. Allez, donc du coup à quoi je sers en tant qu'analyste financier? Je fais de l'analyse, je prévois l'activité, je prévois la rentabilité d'une entreprise. Je peux l'analyser en interne. Je suis dans un groupe, je suis analyste, j'analyse des filiales, je prévois leur évolution, j'aide à construire leur business plan et je les évalue régulièrement. Je peux le faire aussi en institut financier. J'analyse la projection et le développement des entreprises dans lesquelles je veux investir et du coup ça me permet du coup de les coter. Hein, c'est un peu les deux métiers. On voit plus la partie finance, on pense moins à la partie intra-groupe pour l'analyse financière. Forcément, je fais aussi une analyse de l'environnement et du business plan d'entreprise. Idéalement, je garde à chaque fois le plus salaire. Alors vous avez en fonction, je ne vais pas vous les lire à chaque fois parce que je ne pourrais pas vous abreuver de chiffres, je vous laisse les regarder. Le médian, en général, le médian, souvent sur des gens qui ont entre 32 et 35 ans, sur toutes les fonctions qu'on va voir. D'accord ? Vous, votre fourchette d'entrée, elle sera plutôt entre le mini et le médian. Voilà, hein, pour vous donner un peu la lisibilité des critères. J'ai enlevé de toutes les études des postes vraiment de gens expérimentés à 40-45 ans. Vous aurez le temps de les lire plus tard. Donc calez-vous plutôt sur ces chiffres-là. Vous verrez ici systématiquement les secteurs qui payent le mieux. C'est très souvent les services et les biens d'équipement qui fonctionnent dans beaucoup de métiers. Et on a fait un peu un panorama des régions, des variations de salaire dans les régions. Ça, vous pouvez avoir des envies régionales dans certains cas. L'Île-de-France est toujours un petit peu au-dessus de celle-là. Donc du coup, on a enlevé l'Île-de-France de toutes nos études. Tout le monde sait qu'on est payé 10% de plus à Paris, c'est très bien. Encore faut-il aller vivre à Paris. Mais pour ceux qui ne veulent pas aller vivre à Paris, vous avez un peu des panoramas sur les régions. L'idéal, effectivement, c'est d'avoir une certification CPAB. C'est effectivement une certification d'analyste business. Il faut 2-3 ans d'expérience pour arriver à passer cette certification-là. Et il y a un examen de 3h30 avec 150 questions business et une analyse de cas. Donc si au bout de 2-3 ans, vous voulez passer la certification, alors, effectivement, ça fait un gain salaire dans les grands groupes, qui n'est pas neutre. J'ai un doute, je pense qu'on ne peut pas la passer en tant que jeune diplômé. Voilà. Forcément, il faut maîtriser SAP. Je peux vous dire n'importe quel ERP, mais de toute façon dans un grand groupe, c'est SAP qui fait foi un peu partout. Donc il faut être très bon. Et idéalement, si on travaille dans un grand groupe, il faut être trilingue. Bilingue, c'est une évidence, mais le plus salaire sera sur les trilingues. Des questions sur l'analyse financière? Alors, on va passer au contrôle de G. Poste plus classique, plus ouvert, dans lequel beaucoup d'entre vous iront au début, iront ou reviendront.
parce qu'effectivement, en cours de carrière, après, on se met beaucoup à analyser, à faire des contrôles de gestion de son propre périmètre. Et effectivement, mon métier en tant que contrôleur, c'est effectivement, je crée des outils, je crée des procédures, j'aide à analyser, j'aide aussi à concevoir des solutions pour l'entreprise. Je ne suis pas uniquement en analyse, mais j'aide aussi à expliquer les écarts d'indicateurs et à trouver des solutions pour remonter les indicateurs au niveau. Grande différence, il y a des choix, il y a deux grandes typologies. Est-ce que je suis contrôleur de gestion commerciale ou industrielle? Ça fait toute la différence. Aujourd'hui, le gain salaire, il est sur le contrôleur de gestion industrielle. C'est-à-dire que je vais prendre le temps d'aller voir sur une chaîne de prod comment ça fonctionne, où est-ce qu'il y a des pertes en ligne dans la production, comment fonctionnent les stocks, comment fonctionnent les flux. Donc effectivement, c'est une autre analyse qui se fait moins dans un bureau et qui se fait avec parfois un casque et des chaussures de sécurité. Mais c'est toute la diversité du contrôle de gestion industrielle par rapport au contrôle de gestion, ce qu'on appelle commercial, donc plus orienté service, entreprise et analyse. Le plus salaire, il se fait forcément sur l'expérience industrielle. Le trilingue dans un grand groupe, c'est une évidence. Et la maîtrise progressive des outils comme QuickView ou Spotfire vous feront des facilités d'intégration. Ce sont les différents outils d'analyse spécifiques pour aller capter dans les ERP les indicateurs qui vous intéressent pour construire vos tableaux de bord. Le plus classique, c'est ClickView. Je ne pense pas qu'on vous les montrer. Vous le verrez en cours de carrière. Et c'est vraiment en travaillant sur l'outil qu'on arrive à se faire ses propres tableaux de bord. La difficulté, c'est pas toujours de les monter, mais surtout de bien les concevoir, les tableaux de bord, et de trouver la pertinence de l'indicateur. C'est toute la richesse du métier de contrôleur de gestion. Et de savoir remettre en question aussi ces indicateurs pour trouver la bonne solution et progresser. J'ai probablement oublié la partie budgétaire qui est importante, notamment sur cette fin d'année. C'est le grand boom des contrôleurs de gestion. Les embauches se font souvent entre septembre et novembre pour les contrôleurs de gestion, avant la partie budgétaire. Ce qui fait que pour ceux qui veulent être contrôleurs de gestion, chercher très tôt dans la saison. Autant on embauche tout le temps toutes les fonctions, autant le contrôle de gestion, c'est vraiment sur l'automne que ça s'embauche. Commerce marketing, alors je ne suis pas rentré sur d'autres fonctions de finance, vous en verrez plein. Toutes les fonctions de compta sont souvent mon cas, on les verra. Toutes les fonctions de banque, je ne les ai pas abordées parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'embauches en banque. Les banques font un peu attention. Après ça reste des métiers qui sont plus cachés pour nous. Et comme on a moins d'expertise sur les métiers purement bancaires, on ne livre pas d'analyse sur quelque chose qu'on ne connaît pas. En toute transparence. Tout ce qui est métier du commerce et du marketing évolue toujours très bien pour la fonction commerciale. Pourquoi? Parce que quand l'activité est bonne, effectivement les bons commerciaux font rentrer de la marge. Donc forcément on est prêt à bien les payer et à en embaucher régulièrement. Quand l'activité va mal et qu'il faut vider ses stocks, on a besoin de bons commerciaux. Donc on est prêt toujours à embaucher de bons commerciaux, même en période de crise. C'est ce qui fait que moi je n'ai jamais connu en 15 ans de recrutement de baisse sur le métier des commerciaux. Il y a toujours eu d'embauche, on n'a jamais connu de retrait. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres fonctions de support. Sur des débuts de période de crise, notamment, où on économise sur les centres de coûts. Un comptable au début, en début de crise, il coûte de l'argent. Quand après il faut relancer la production, effectivement, il aide à en gagner. Donc forcément, on embauche moins de commerciaux en début de crise, et on embauche plutôt en fin de crise, ce qui est le cas en ce moment. On va avoir besoin surtout d'experts métiers, donc la double compétence pour les commerciaux, commerce et technique est importante. Pour les marketeurs, c'est pareil. Compétences marketing et produit, marketing et médias. La simple compétence aujourd'hui n'a pas d'intérêt. Un pur vendeur qui dirait non mais moi je peux vendre tout et n'importe quoi, ah bah allez vendre n'importe quoi, passez votre chemin. Hein. Pareil pour le marketing, il faut se faire des spécialités. Il y a des métiers nouveaux qu'on verra tout à l'heure, qui sont pour vous une évidence mais qui n'existaient pas il y a 5 ans. Demandent vraiment maintenant des doubles compétences très fortes dans le marketing. L'anglais naturellement, et ça prend tout le temps. Et le digital, c'est pour tout le monde digital maintenant. On vend digital, on commerce digital, on market digital, donc on va du coup y venir. Si je suis chargé d'affaires, globalement je suis un commercial qui vend et qui assiste une équipe sur une solution produit. Je passe les métiers commerciaux de consultants ou de conseillers qui ne sont pas forcément cadres au début, on les reverra après, qui sont captivants, moi c'est ce que j'embauche, des consultants non cadres au début. Si on travaille sur les salaires, moi je les embauche grosso modo entre 24 et 26 de fixe plus variable. Voilà. Et ça fait quelques années que ça dure comme ça, et que le variable est intéressant pour ceux qui marchent sur ces métiers-là. Quand je suis chargé d'affaires, donc je travaille plutôt en milieu industriel, j'assiste une équipe, donc j'amène du conseil, je fais de la veille, je supporte un produit, je propose des offres à des clientèles et j'identifie des leviers à mener. Selon la taille de mon business, j'aurai une équipe ou moi-même.
Mais là, par contre, la force, ce sera vraiment une double compétence. Avec le temps de la supervision de projet et d'équipe, les chargés d'affaires sont très connus dans le domaine technique. La mécanique marche bien en ce moment. Le service marche bien sur des services un peu financiers. Le BTP est à éviter. Les salaires des chargés d'affaires BTP se sont écroulés de 20 à 25% sur le parti variable. C'est logique. À un moment de crise, il n'y a rien à vendre, donc il n'y a pas à rémunérer. Donc voilà un profil vraiment technique, entre guillemets technico-commercial, qu'on appelle plutôt chargé d'affaires, qu'on appelait technico-co ou un GECO il y a quelques années. Si je passe plus sur du service, je peux être responsable d'agence, même jeune diplômé, je peux être responsable d'agence. Il suffit que j'ai 1 ou 2 ans d'expérience de vente. Je peux pas être responsable d'agence si j'ai jamais vendu. C'est compliqué de former des gens et de les faire évoluer si soi-même on ne sait pas comment ça marche. Mais on peut très vite y arriver. Il y a beaucoup de projets. L'idée, c'est qu'en tant que responsable d'agence, de secteur, il y a une politique d'entreprise que je mets en œuvre sur mon périmètre, qui peut être une ville, un quartier, une région, un département, un pays, peu importe, en fonction des business. J'assure un suivi commercial, je développe mon équipe, je développe mon portefeuille client. Ça, c'est vraiment important. Accessoirement, c'est pour ça qu'on a besoin de profils polyvalents. Je fais la gestion administrative, RH et financière. Donc, tout ce que vous voulez faire se trouve dans ces fonctions-là. C'est pour ça que moi, j'adore ces métiers-là d'encadrement commerciaux, parce qu'effectivement, on retrouve toute la polyvalence d'une formation aussi. Et qu'après, vous pouvez jouer sur votre périmètre, et du coup, c'est sympa. Un périmètre de 5 collaborateurs, c'est très bien en début de carrière pour se roder à la motivation et aux ressources humaines. Et puis après, quand vous montez sur 20, 30, 40, 50 collaborateurs, vous rentrez dans la stratégie, les plans de carrière, faire grandir des gens. Et c'est vraiment beaucoup très très ouvert. Pour bien gagner, il faut faire de l'international, il faut parler anglais, et il faut préférer les services aux produits. C'est là-dedans qu'il y a la marge. En même temps, la France est plus service que production. Donc c'est là-dedans qu'il y a de très belles marges à faire. Et plus je vends des services margés, forcément plus je vais être rémunéré, ce qui est logique. On prend une cote-part de ce qu'on avait dans l'entreprise. Des questions sur la partie responsabilité d'équipe commerciale ou de périmètres commerciaux? Sinon ça, on pourra en parler des heures librement plus tard si certains ont des questions. On va rentrer sur la partie market. Donc pareil, double compétence. Le category manager, c'est un marketeur spécialisé produits. Donc effectivement, je suis en charge d'une ligne de produits. Je dois la valoriser au mieux. Donc j'adapte ça. Donc je suis en lien entre le commerce et le marketing initial. J'adapte mon plan de com à ma cible clientèle. Donc je dois être du coup très fin sur quels sont les réseaux qui sont à ma charge, quelles sont leurs cibles, et que du coup comment est-ce que je dois réadapter le plan de com global de ma marque pour ma cible. Et là du coup ça devient très... Je suis vraiment en lien avec les commerciaux, je ne suis pas là uniquement pour l'image de marque du produit, mais sur la vendabilité et le plan de vendabilité du produit. Beaucoup de gens qui rentrent dans ces métiers-là, à un moment donné basculent après, peuvent basculer vers de la vente, ou sur l'encadrement de vente. Si je sais bien construire une stratégie de développement de produits et de mise en œuvre, j'amène en même temps les outils de vente à la force co, donc après je peux très bien encadrer de la force co, c'est pas gênant. Le plus salaire, c'est effectivement de savoir bien maîtriser tous ces outils, type Kantar ou Irene Nielsen, donc sur tout ce qui est gestion de recommandation, gestion de panel, pour du gros et du service à mes clients de grande distribution, c'est important. Et puis plus je connais le tissu économique local, plus je sais déterminer la justesse de ma cible et éventuellement même des nouvelles cibles pour aider la force de vente à ouvrir son panel de clients. L'idéal là-dedans, ça reste pour l'instant en Rhône-Alpes, suivi de PACA, les échéances de salaire sont assez minces. Et on voit que les salaires minimums payent plutôt bien, parce que ces catégories managers sont de façon plutôt récente. Les gens qui ont fait du marketing depuis 15 ans ne sont pas forcément redescendus jusqu'à la vendabilité du produit, ils restent très communication dans le marketing, et pas forcément marketing produit. Donc du coup on manque de gens qui ont ce goût-là, du marketing très opérationnel. Je trouve du coup beaucoup plus vivant et beaucoup plus un marketing de contact qu'un marketing de siège. Chaîne de produits web marketing, pareil. Alors là, c'est un peu plus, ça reste récent, on est sur des métiers pour moins de 5 ans. Enfin, pourquoi moins de 5 ans? Parce qu'avant, on vendait très peu sur le web, donc c'est logique. Avant, on transposait les magasins en ligne. Maintenant, on se remet à dire que le online, c'est un peu l'image du réseau physique, donc on va refaire un peu de retour arrière. Et maintenant, du coup, on a carrément fait des postes de marketing vraiment séparés, notamment sur le web marketing, qui seront en interface entre la com et le marketing. Donc,
effectivement, il ne produit pas, mais en même temps, il oriente l'agence de com et il prend la politique marketing. Et on développe là-dedans toutes les coordinations avec les développeurs. On gère la partie moyen. On n'a pas besoin d'être un geek forcément pour réussir. Par contre, si en même temps on sait développer, on pourra aider les développeurs à aller dans de la finesse. Donc, le top du top dans la rémunération, c'est celui qui est vraiment cross-canal, qui saura faire du web, du portable, qui saura faire des réseaux sociaux, donc qui saura maîtriser vraiment tous ces canaux de communication-là. Et les stratégies canaux par canaux sont vraiment différentes, les leviers sont vraiment différents. Donc celui qui saura à la fois faire un peu de prod, vraiment cross-canal, effectivement pourra avoir une vraie expertise et négocier par contre beaucoup très vite, très tôt, même en jeune diplômé, un salaire plutôt sympa. Ça reste encore un petit monde. Beaucoup de gens veulent y aller, peu ont une vraie compétence spécifique au web marketing. Et le community manager, donc, qui est le poste qui fait rêver beaucoup de gens en ce moment. Ça reste un tout petit monde, souvent un monde aujourd'hui de gens qui l'ont appris sur le tas. Par bonheur, depuis 3 ans, il y a des formations, je ne sais pas s'il y en a ici, des formations au community management. Non. Il y en existe quelques-unes en France, c'est encore récent. Et l'idée c'est que je suis en veille sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux à propos de mon entreprise, de ma marque ou de mon réseau. J'oriente des discussions, donc je fais des discussions qui vont du coup valoriser mon réseau. Et je fais venir des personnes influentes dans mon réseau professionnel. Dans tous les métiers, il y a des gens qui sont des influenceurs, dont la parole effectivement a valeur d'orientation nette. Et il faut que j'arrive à les convaincre par du réseautage, par de la data, par plein de choses, pour les faire venir dans mon réseau d'influence. Donc forcément, je suis un as des réseaux sociaux. Forcément, je suis un bon rédacteur, parce que je donne beaucoup de contenu, donc j'alimente beaucoup de gens pour créer de la visibilité pour ma marque. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de réseaux sociaux s'alimentent le soir, le week-end, etc. Donc un community manager qui voudrait faire ça entre 9 et 18, c'est cuit. Donc c'est important parce que ça marche vraiment dans ces temps-là. Nous, chez nous, le nôtre, il tweet en permanence, mais c'est pas qu'un job pour lui. Voilà, il est rentré là-dedans par passion des réseaux sociaux, et du coup, il fait ça tout le temps. Il faut avoir 2 bons pouces. Très très connecté. Des questions sur tout ce qui est commerce marketing avant de passer au RH? Alors RH, il y a un peu moins de fonctions. Je suis resté sur des fonctions très ouvertes. On verra tout à l'heure. Sur les juristes aujourd'hui, on voit beaucoup de juristes généralistes. Alors c'est pas trop votre fonction, donc vous irez assez peu, a priori, au début sur ces fonctions-là. Sauf si derrière vous voulez faire des compléments de formation. Mais aujourd'hui, par bonheur, on se remet à embaucher des juristes. Que moi, je n'avais pas vu depuis 7 à 8 ans. Mais par contre, des juristes très très focusés, efficacité, entreprise. Tout ce qui est juriste de droit européen, etc., ça tombe un petit peu. Juriste demande des micro-expériences. Si on rentre dans les tags, le juriste des affaires, effectivement, est important. Sa fonction, c'est pas un polyvalent du droit d'entreprise. Le juriste du droit des affaires, et là où sa valeur est importante, c'est qu'il va aider les négociateurs, soit à négocier, soit à encadrer leur négociation. Parce qu'une bonne négociation qui amènerait à un impasse juridique, ça ne marchera pas. Donc les juristes des affaires maintenant vont très très tôt dans le cursus de la négo, ils rédigent des contrats et ils orientent de plus en plus cette négociation. Les très bons participent à la négo pour utiliser les arguments juridiques au bénéfice de l'entreprise. Donc forcément on est en lien avec la direction opérationnelle de l'entreprise. Plus on connaît l'outil informatique et les nouvelles technologies, mieux c'est, parce qu'effectivement il y a un impact, notamment sur le droit immatériel, qui joue beaucoup depuis quelques années. Et si on veut être bien payé, il faut être plutôt bon en common law, c'est-à-dire les bases du droit anglo-saxon, qui influent de plus en plus sur le droit international, y compris français. À un moment donné, si on a un contrat qui est carré en droit français, mais qui ne peut pas sortir de notre territoire, il va être très très vite se faire retoquer, et on devra renégocier avec les autres filiales de nos clients. Donc le droit anglo-saxon maintenant devient incontournable. Donc forcément, si on fait le droit anglo-saxon, pour l'anglais, c'est une évidence. Allez, si on n'est pas bon en droit des affaires, on peut être bon en droit social. Mais le droit social, c'est pareil. J'assiste, je conseille la direction des ressources humaines et opérationnelles en matière de droit du travail. Quand j'embauche des gens, j'ai des contraintes juridiques. Quand je travaille avec des gens, j'ai des contraintes juridiques. Quand je veux me séparer de quelqu'un, j'ai des contraintes juridiques. Et j'ai toujours besoin à ce moment-là d'un bon juriste. Soit on est en entreprise et on a la chance de pouvoir faire et une compétence droit et du RH opérationnel. Soit sinon on va en cabinet. De plus en plus quand même, depuis 2 ans maintenant, il y a à nouveau de l'embauche sur ce segment-là, parce qu'il y a de plus en plus de négociations, il y a beaucoup plus d'accords de branche,
On a eu des contraintes légales énormes depuis 2 ans en droit social, ça ne va pas s'arrêter là. Donc il faut des gens pour bien les négocier. Vous avez vu l'épaisseur du droit du travail. Je ne crois absolument pas qu'on puisse un jour le réduire, du moins pas à court terme. S'ils y arrivent, tant mieux. Mais en attendant, ça veut dire qu'il faudra du coup jouer avec cette complexité-là, qui fait que c'est compliqué d'embaucher, c'est compliqué de développer les gens, c'est compliqué de se séparer de quelqu'un. Il y a des rémunérations qui remontent et il y a une part variable sur les fonctions RH qui n'existait pas il y a 5 ans, qui est maintenant très fréquente. Un RH, quelle que soit sa fonction, a des objectifs de fidélisation, de croissance ou de décroissance de personnel. Ça se rémunère. Un bon RH qui peut faire partir 100 personnes avec assez peu de casse sociale, ça se négocie. Ça peut paraître un petit peu déshumaniser pour la fonction RH, mais ça fait partie du jeu aujourd'hui de l'entreprise. Du coup, on est sur le polyvalent idéal du jeune cadre RH qui a 32-33 ans, 35 ans. Du coup, je gère le recrutement, la formation, les carrières, la politique salariale de l'entreprise. Je suis en relation avec tous ceux qui sont influents, la direction, les représentants du personnel, j'informe les salariés, donc c'est vraiment cette polyvalence-là. On l'atteint rarement au début, il faut souvent 1 ou 2 postes spécialisés avant, et le meilleur moyen pour être un RH, c'est de se spécialiser au début dans la paye. Tout le monde veut faire de la GPEC et de la formation, donc le segment est bouché. D'accord. Donc si un jour vous voulez être un RH, commencez d'abord par maîtriser la paye, voir le contrôle de gestion sociale, et à ce moment-là, vous trouverez des places dans les grands groupes. Si je fais de l'international, c'est mieux. Si je suis trilingue, c'est mieux. Naturellement, je suis bilingue. Et si je maîtrise le logiciel de gestion des ressources humaines, c'est plus simple. Aujourd'hui, ce n'est plus un simple domaine de notions et d'évolution. La maîtrise du SIRH est importante. Le système d'information est crucial. Et savoir bien requêter, notamment pour comprendre si je décide de changer un plan de communication, un plan de rémunération, combien ça va coûter à l'entreprise. C'est à moi, RRH, de participer à ce calcul-là. Des questions sur la partie RH? Allez, on a dit tout à l'heure, il y a de fortes chances que vous ne commenciez pas dans le cadre, vous essayez de commencer dans le cadre. À ce moment-là, il y a plusieurs métiers qui s'offrent à vous, donc je vous ai fait un peu le même panel sur la compta. Je peux être compta client, compta four, vous le ferez peut-être sur un CDD pour vous faire un peu là. Je vous déconseille de faire plus de 6 mois, sinon vous perdrez en visibilité. Compta gêné, oui, recouvrement, plus rarement. Mais compta gêné, c'est pas mal. Pour ceux qui veulent faire de la finance, le meilleur moyen d'être chef comptable, c'est d'aller faire 2 ans en cabinet. Vous faites 2-3 ans en cabinet, vous allez effectivement souffrir pendant 2-3 ans, mais au moins vous serez incapable sur la technique comptable. Et un profil ESC avec 3 ans en cabinet fait un très bon chef comptable en entreprise. Donc là, pour les financiers, c'est ce que je serais tenté de vous conseiller. Banque assurance, vous les avez là, mais c'est moins mon segment, donc je suis moins d'actifs de conseil. Commerce marketing, tout ce qui est la partie technico-co, c'est un peu, tout à l'heure on a vu, c'est le chargé d'affaires, mais non cadre. Donc on démarre technico-co, on prend de l'assurance, on monte d'un step au bout de 2 ans, et on grandit vite. Ça c'est, et si on est bon, on dépasse très vite les 33-35, c'est la partie variable qui fait la différence. Marketing com, là c'est plus ouvert effectivement, c'est un métier dans lequel on peut rester plus longtemps. Parce qu'effectivement il y a moins de cadres en fond, il y a moins de cadres encadrant dans les fonctions marketing et que le panel effectivement est plus ouvert, notamment pour son sort de fonction polyvalente. Et sur la partie RH juridique, il y a ces métiers-là qui permettent de devenir RH. C'est-à-dire que si je travaille en formation, en paye, en recrutement, j'acquiers une spécificité qui me permettra ensuite d'accompagner mon entreprise suivante. On ne commence pas RRH parce qu'en amont on manque de recul et que c'est des métiers qui sont pleins de pièges. Mais qui sont captivants. Rien à voir, si on fait paye et recrutement, sont des métiers qui sont totalement différents. L'un reste très bureaucratique, l'autre est un métier de contact et de rencontre. Moi j'ai l'ensemble de ces métiers-là. Et après, dans quelques années, vous aurez pris l'ascenseur, vous aurez fait du RH, pourquoi pas du commerce, pourquoi pas de la compta. Et quand vous serez patron de PME de votre boîte dans quelques années, vous ferez tous en même temps. Et ça vous prendra entre 5, 10 ou 15 ans, peut-être jamais si vous n'avez pas envie d'être polyvalent. À vous vraiment de prendre ça sur vos plaisirs, sur vos envies et sur vos choix de carrière. Prenez des choix, ayez des envies et partagez-la. Rencontrez des entreprises qui en auront envie. Ceux qui ne correspondent pas à vos choix, zappez-les, c'est pas grave. Si vous avez besoin d'infos complémentaires, on alimente tous ces chiffres-là sur le groupe des salaires sur Vidéo. On a fait un blog RH. En cas de besoin, je suis dispo sur Twitter, Vidéo, LinkedIn, sur de la presse, de l'info, du complément de salaire.
tout autre échange intéressant, qui vous intéresse. Même dans les temps, je connais. Oui. Une question, c'est que tout à l'heure que les salaires, c'était pas forcément tabou. Et vu que vous gérez plusieurs millions, Entre les bonnes années, entre 80 et 105. Dans les mauvaises années, dans les très mauvaises années, je peux être à 70 de fixe. Mais la variable est importante. Je descends rarement à moins de 10 000 de variable, mais ça m'est déjà arrivé quand même à 0 de variable. Au revoir. Thank you.